Donc Vincent Fecabrino, je suis ingénieur au groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment. En fait, nous sommes l'union dédiée au photovoltaïque au sein de la FFB, une union d'expertise technique que je vais vous présenter très rapidement. Alors, l'objet de mon intervention, c'est de compléter celle de Marc Jedlicka, justement, sur les notions d'autoconsommation, puisque en ce moment, je ne sais pas si vous en êtes informé, mais il y a beaucoup de réflexions qui se font au niveau de l'administration sur l'autoconsommation de l'électricité d'origine renouvelable. Et donc, nous participons à ces réunions. On se rend compte qu'on parle principalement de photovoltaïque dans ces réflexions. Et en fait, l'idée, c'est de réfléchir en amont sur un mode de soutien à l'autoconsommation et sur toutes les problématiques, ce qu'ils appellent des problématiques techniques à appréhender en vue du développement de l'autoconsommation. Alors, il y a une chose qui est plutôt positive dans la mise en place de ce groupe de travail, c'est que l'administration a pris conscience que le photovoltaïque allait devenir compétitif et que, d'une certaine manière, son développement ne dépendrait plus uniquement d'un soutien qui serait donné, comme à l'heure actuelle, par les tarifs d'achat. Alors après, à quelle échéance, c'est très difficile à dire, mais l'administration est consciente de cette évolution. Alors, nous, on a été consultés au même titre que d'autres organisations, notamment Leclerc, Espul, la CAPEB et d'autres organisations. Et donc, on a remis une contribution sur le sujet qui est disponible sur notre site internet, que vous pouvez télécharger. C'est en version rédigée, ce que je vais vous dire rapidement aujourd'hui. Et donc, cette contribution, elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est une partie vraiment sur les perspectives de développement du photovoltaïque de notre point de vue et sur les règles techniques à respecter, puisque quand on parle d'autoconsommation, notre souci, Fédération française du bâtiment, c'est surtout de ne pas oublier les règles de l'art de la construction, de ne pas oublier les règles de sécurité des biens et des personnes, puisqu'on ne redémarre pas à zéro, ça reste une installation photovoltaïque qui produit l'électricité en courant continu, qui est transformée en courant alternatif, avec du câblage, des équipements électriques qui sont dans le bâtiment, dans des locaux, et avec des questions d'intégration ou non, ou de surimposition. À partir du moment où on est sur l'enveloppe du bâtiment, eh bien, on respecte les règles de l'art du bâtiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être remis en cause par l'autoconsommation, qui est, elle, un concept énergétique et non pas un concept technique. Donc, et la deuxième partie de la contribution, c'est plutôt sur le mode de soutien provisoire à l'autoconsommation, tel qu'il peut être débattu à l'heure actuelle au sein de ce groupe de travail. Je détaillerai un peu plus tard. Alors déjà, en introduction de notre contribution, on parle de l'entreprise de bâtiment, puisque c'est vrai qu'on s'est rendu compte que on en parlait très rarement. Or, l'entreprise de bâtiment, c'est quand même celle qui a le rôle le plus central dans la réalisation d'installations photovoltaïques. Alors, tous les acteurs ont un rôle très important, mais l'entreprise de bâtiment, elle a la particularité d'être à l'interface entre l'ingénierie, entre les assurances, entre les banques, avec le maître d'ouvrage. Voilà, elle a un rôle très important qui parfois est oublié. L'entreprise de bâtiment prend souvent les marchés. Ce n'est pas uniquement une entreprise de sous-traitance, au contraire. Donc voilà, il faut vraiment rappeler cette importance et aussi rappeler que les décisions doivent être prises sur des bases techniques. Or, c'est l'entreprise de bâtiment qui connaît les spécificités techniques de l'enveloppe du bâtiment sur laquelle elle se rapporte. Et donc, on a à la fois des compétences de conception, de mise en œuvre et de maintenance. Voilà, c'est assez large. Et ça, c'est vrai que l'administration n'est pas toujours très au fait du rôle des entreprises de bâtiment. Alors, le GMPV, je nous ai présenté juste à l'instant. Et nous, on a un rôle fondamentalement technique à la base. On travaille sur des problématiques de normalisation, de R&D, de prévention de sécurité. On travaille aussi sur les qualifications et les formations pour les professionnels du bâtiment qui ont une activité photovoltaïque. Et notre objectif, c'est de développer le photovoltaïque dans le bâtiment de manière raisonnée, surtout respectueuse des règles de l'art de la construction.
Alors, quand on parle d'entreprise de bâtiment, on parle de tous les corps d'État qui sont amenés à intervenir sur les installations photovoltaïques. En l'occurrence, au sein du GMPV, on est constitué de tous les métiers traditionnels qui ont mené aux entreprises qui ont développé une activité photovoltaïque ces dernières années. Donc il y a effectivement les électriciens, la partie commune de toutes les installations, les couvreurs, les étancheurs dans le cadre des toitures terrasses, professionnels du génie climatique qui se sont diversifiés, qui ont beaucoup développé d'installations photovoltaïques, les métalliers, là on parle des façades par exemple. Alors les métalliers et les façadiers, dans le cas des façades aluminium, ont une activité qui se recoupe, et les professionnels du verre. Donc là, on parle aussi de brise-soleil, de verrières et de différents types de solutions architecturales. Alors les solutions de mise en œuvre du photovoltaïque dans l'enveloppe du bâtiment, elles sont assez diverses. Nous, on vise pas à en promouvoir une plus qu'une autre. L'idée, c'est que voilà, il y a de nombreuses solutions qui sont développées, qui existent et qui continuent à être développées pour la mise en œuvre de ces installations dans l'enveloppe du bâtiment. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, on pense que, ne serait-ce que dans le neuf ou dans les situations où on a une volonté d'intégration architecturale, ces solutions de toute manière auront toujours leur avantage, leur raison d'exister. Et de toute manière, on continuera à mettre en œuvre des installations photovoltaïques dans l'enveloppe du bâtiment, de toutes les manières que je viens de citer. Et c'est la raison pour laquelle notre but, c'est aussi de réfléchir sur les règles techniques d'intégration des systèmes photovoltaïques au bâtiment et d'établir des guides, des documents techniques, de faire également de la normalisation, de la prévention. Et là, je vais vous en parler un petit peu plus après. Alors sur les perspectives de développement du photovoltaïque, de notre point de vue, c'est beaucoup d'avantages pour le développement du photovoltaïque dans le bâtiment, ne serait-ce qu'en termes d'emploi. Marc en a parlé tout à l'heure. C'est un gisement d'emploi considérable dans la croissance verte, dans les énergies renouvelables. C'est un développement d'un savoir-faire qui est commun au monde du bâtiment et au monde de l'énergie. Développement d'un savoir-faire, que l'on parle de bureaux d'études, que l'on parle d'installation, quels que soient les acteurs, il y a un savoir-faire qui a été développé et qu'il convient de maintenir. Intégration architecturale, j'en ai parlé, elle peut être architecturale, elle peut ne pas l'être, en tout cas ces solutions existent. Et puis la valorisation du patrimoine, quand on installe dans le bâtiment, c'est vrai qu'on améliore la performance énergétique du bâtiment, même si on n'est pas intégré spécifiquement. En tout cas, on valorise le patrimoine immobilier et c'est un atout très important, ne serait-ce que pour la valeur future du bâtiment sur un marché qui sera constitué de nombreux bâtiments à haute performance énergétique. Et on stimule l'innovation. Alors l'innovation, ça peut être des méthodes de construction multifonctionnelles, ça peut aussi être du pilotage, du stockage en fonction de la pertinence des solutions techniques. Ça peut être un développement de réseaux intelligents, comme l'évoquait Marc tout à l'heure. En tout cas, pour nous, les énergies renouvelables, c'est un moteur d'innovation. Et voilà, c'est un moteur d'innovation aussi bien pour le bâtiment que pour le monde de l'énergie et de l'industrie. Donc voilà, pour toute cette raison, on pense que le photovoltaïque constitue un vrai relais de croissance et a toute sa place dans la transition énergétique. Alors, les deux moteurs de son développement dans les années à venir, de notre point de vue, sans pouvoir forcément quantifier et donner des solutions toutes faites, les deux moteurs de cette croissance, le premier, ça sera la réglementation thermique. Aujourd'hui, la RT 2012 donne déjà une place au photovoltaïque, mais on le voit bien, le photovoltaïque n'est pas indispensable à la réalisation de bâtiments conformes à la RT. Avec la RT 2020, c'est vrai que, Marc en parlait, on aura la banalisation des bâtiments énergie positive, des BEPOS, qui donc produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Même si on arrive à un niveau de consommation très faible, quand il reste nécessaire de produire 40, 50, 60 kWh par mètre carré par an, c'est vrai que le photovoltaïque s'impose comme une solution de premier plan, puisqu'on peut s'intégrer dans l'enveloppe du bâtiment ou se rapporter sur l'enveloppe du bâtiment. Donc on a une surface très importante et un potentiel de production d'énergie important. Et puis, on est en milieu urbain. Marc le disait aussi, on a 80% de la population française qui vit en milieu urbain.
On a donc la plupart des consommations d'électricité aussi dans les bâtiments qui se fait en milieu urbain. Et l'avantage du photovoltaïque, eh bien, c'est de rapprocher production et consommation. Et donc là, avec du photovoltaïque intégré en milieu urbain dans le cadre de la RT, eh bien, c'est une solution qui est au plus proche des lieux de consommation, qui est également silencieuse, qui est inerte. On n'a pas de pièces mécaniques en rotation, qui est propre. On n'a pas d'émissions de gaz sur site et qui est esthétique. Alors l'esthétisme, c'est très subjectif, mais en tout cas, le photovoltaïque, c'est pas un seul esthétisme, c'est un semi-conducteur à la base, même pas forcément du silicium. Il peut prendre différentes formes, différentes couleurs. Voilà, après, c'est une solution plus ou moins chère, mais on a toujours des manières de rendre une solution esthétique. Et ça, c'est important, puisque les architectes ont aussi un rôle à jouer en lien avec le monde du bâtiment sur ce plan-là. Alors, l'autre moteur de cette croissance, bien, c'est la compétitivité du photovoltaïque. Là, je remets. Alors, c'est pas le même, mais il y en a tellement des graphiques qui portent sur la parité réseau que je pense que vous les avez déjà vus. En tout cas, à terme, pour nous, c'est à l'horizon quelques années, le photovoltaïque, en tout cas résidentiel dans le sud de la France, aura atteint la parité réseau. Certaines entreprises nous disent déjà, on fait du photovoltaïque en autoconsommation parce que c'est compétitif dans certains cas dans le sud de la France. C'est un phénomène qui va s'accentuer et donc pour des raisons purement économiques de compétitivité, eh bien on pense que le photovoltaïque se développera, qu'on le veuille ou non, se développera sur ce modèle de l'autoconsommation, en dehors des considérations politiques. Alors ce modèle de l'autoconsommation, il a ses vices et ses vertus. En tout cas, il pourra avoir une vertu, ce serait de constituer un moteur pour le développement du photovoltaïque en l'absence d'un mode de soutien efficace. Alors voilà maintenant le message technique, pour basculer des perspectives à la technique. C'est finalement, quel que soit le modèle économique du photovoltaïque, quel que soit le mode de soutien, eh bien, il est très important de rappeler les règles de l'art du bâtiment, les règles de l'art de la construction. Et c'est ce que je vous disais en introduction. On ne change pas le mode de fonctionnement du photovoltaïque dans le bâtiment. On ne change pas les normes et les règles de l'art qui ont été mises en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Alors ça, je le remets dans ma présentation, mais c'était aussi à destination de tous les acteurs au sein de ce groupe de travail, notamment de l'administration, qui n'a pas toujours conscience de ces règles. Eh bien, on parle de qualité, durabilité des ouvrages. Quand on parle de qualité, durabilité, on parle des normes produits. Donc, je crois que certains industriels sont présents, connaissent très bien ces normes produits et font leurs propres préconisations vis-à-vis de leurs produits. On a ensuite des règles techniques liées à la mise en œuvre. Donc, dans le cas des techniques traditionnelles, c'est ce qu'on appelle les DTU, documents techniques unifiés, qui existent, qui sont le fruit de retour d'expérience sur de nombreuses années, même des dizaines d'années. Et donc là, ce sont des règles qui concernent toute l'enveloppe du bâtiment. Dans le cas du photovoltaïque, on peut être en technique traditionnelle dans certaines situations, notamment en toiture terrasse, par exemple sur potelet apporté sur la structure porteuse. Mais la plupart du temps, c'est vrai que la plupart des systèmes qu'on voit sur le marché sont en technique non traditionnelle, sous évaluation technique. Ces évaluations techniques, donc ça peut être des avis techniques, des passes innovations qui sont développées justement pour le PV, des ATEX ou encore des ETN. En tout cas, voilà, des évaluations qui justifient l'aptitude à l'emploi, la durabilité, la qualité des systèmes photovoltaïques. Alors, on peut aussi en discuter, ces évaluations. En tout cas, elles portent non seulement sur les modules, mais aussi sur le système de montage, puisqu'il faut rappeler qu'une installation sur bâtiment, que ça soit surimposé ou intégré, c'est pas juste un module posé sur des tuiles ou posé sur une étanchéité, c'est un module avec un système de montage, et ce système, il crée réellement la liaison mécanique entre le module et le bâtiment, et cette liaison mécanique, elle est soumise à des règles au risque de créer des sinistres et des contre-références. C'est vraiment ça le message important. Et puis il y a des règles liées à la sécurité des biens et des personnes. Donc là, je les recite pas, mais vous savez qu'il y a les guides UTE C15712.
On veut rappeler aussi les règles liées à la compétence, enfin pas à la compétence, mais plutôt aux prérequis métiers des installateurs, au monde du bâtiment de manière générale. Savoir utiliser des EPI, savoir monter l'échafaudage, manipuler des engins de chantier. Tout ça, en fait, c'est des compétences qui sont inhérentes aux entreprises de bâtiment, mais qu'on rappelle, puisque le photovoltaïque, c'est toujours l'interface entre ce monde de l'énergie et ce monde du bâtiment. Voilà, et puis les habilitations électriques qui sont très importantes. Et là, il y a une norme C18510 qui porte sur ces habilitations électriques. Et il y a des habilitations spécifiques au photovoltaïque, en fonction des opérations que l'on réalise sur la partie courant continu. Donc tout ça, c'est des choses très importantes. Alors, pour votre information, peut-être que vous avez déjà connaissance de certains, il y a de nombreux guides sur les parties bâtiments, sur les parties techniques qui ont été développés par la filière, notamment par le GMPV. Vous pouvez les retrouver sur le site internet, hein, ils sont dans l'espace public. Notamment là, vous avez des guides sur l'étanchéité et toiture inclinée. Il y a d'autres guides en travaux pour le surimposer, puisque quand on parle d'autoconsommation, on va certainement parler plus de surimposer. Après, bon, il y a des décisions politiques, mais dans l'idée, ça sera certainement ça. Les solutions hybrides, les solutions architecturales, les ombrières photovoltaïques, c'est autant de solutions qui, finalement, respectent les règles en place, mais il convient de mettre en place des guides pédagogiques qui font la synthèse de ces règles techniques pour promouvoir le développement de ces solutions et pour apporter de la pédagogie aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre qui seraient intéressés par ces solutions et qui souhaiteraient les mettre en œuvre. Ensuite, il y a des études de recherche-développement. On parlait de l'intégration au bâti tout à l'heure. C'est vrai que l'intégration au bâti, les règles qui ont été mises en place par l'administration de l'époque, on n'a toujours pas compris leur justification technique. Donc forcément, quand on vient installer un système intégré au bâti sur une toiture ardoise avec un dépassement de moins de 20 mm, des combles aménagés, un isolant, etc., bâtiment résidentiel, on peut s'attendre à une mauvaise ventilation, à une accumulation de chaleur, etc. Et donc, nous, on mène des travaux techniques là-dessus pour justement fournir des arguments techniques qui permettent de faire évoluer cette réglementation. Et puis, on cherche aussi des solutions de valorisation de la chaleur, parce qu'on aura de la chaleur qui sera produite, générée en sous-face, et cette chaleur, on peut la valoriser. Et justement, le but de nos travaux, c'est d'évaluer la pertinence technique de cette valorisation, de savoir quelles sont les technologies qui le permettent et quels sont les rendements, etc. Tout ça dans le but d'informer les entreprises et de permettre le développement de ces solutions si elles sont pertinentes, bien évidemment. Et voilà, je vais terminer sur l'aspect technique par rapport au dimensionnement des installations en autoconso. Donc là, c'est clair que bon, il y a deux sujets. Hein. Il y a le sujet d'un soutien à l'autoconsommation qui se discute vraiment. Et puis, il y a le sujet du futur modèle économique du photovoltaïque. Et nous, on considère que le modèle économique, comme je vous l'ai dit, pour des raisons purement, pour des raisons basiquement économiques, ça va être de l'autoconsommation. Et que dans ce cas-là, eh bien, il va falloir connaître l'adéquation entre la production et la consommation, comme le disait Marc. Et là, le dimensionnement va être très très important, puisqu'il faudra non seulement savoir évaluer la production électrique sur 20 à 30 ans, sur la durée de l'installation, et là c'est une production qu'on n'évalue pas en énergie mais en puissance, en instantané, et puis savoir évaluer les besoins électriques du bâtiment de la même manière au niveau des profils de charge en puissance en instantané, pour savoir finalement au global quelle sera la part d'électricité qu'on aura autoconsommée et la part d'électricité qu'on aura injectée sur le réseau. Je rappelle, on parle toujours d'autoconsommation avec raccordement au réseau. Hein. On ne parle pas d'autoconsommation site isolé dans cette présentation. Et là, c'est très différent, notamment cette partie évaluation des consommations électriques. Et là, il faut connaître le volume, les profils de consommation. Alors ensuite, adapter l'installation, c'est l'inconvénient que soulevait Marc tout à l'heure. Ça veut dire que on va éventuellement devoir, pour rentabiliser notre installation, adapter sa taille aux consommations électriques du bâtiment. Et en tout cas, ça nécessite de nouvelles compétences au niveau des études de conception, de dimensionnement des installations photovoltaïques. Et en anticipation
de ce modèle de l'autoconsommation qui se développera dans un mode de soutien ou en dehors d'un mode de soutien, eh bien on développe des outils qui vont permettre d'accompagner les entreprises vers ce nouveau mode de dimensionnement et vers l'évaluation des consommations électriques. Donc là, on a fait un logiciel qu'on appelle logiciel d'aide à l'établissement d'offres en autoconsommation, qui fait des bilans en fait technico-économiques, qui permet en fait, en fonction d'un certain nombre de paramètres d'entrée concernant la production et la consommation, de dessiner des courbes de charge, des courbes de consommation, d'évaluer le pourcentage d'autoconsommation et donc de faire des bilans énergétiques, économiques, environnementaux sur 20 à 30 ans. On fait également des fiches pratiques pour fournir des exemples concrets d'autoconsommation. Et puis, comme on pense que ça va se développer de toute manière, eh bien, on va également rédiger des guides sur le dimensionnement, sur la mise en œuvre, sur la maintenance et sur les démarches administratives liées à l'autoconsommation. C'est quelque chose qui est encore peu connu parce qu'il y a peu d'installations aujourd'hui en autoconsommation. Si c'est amené à se généraliser, eh bien, voilà, il faudra des outils pour simplifier, pour fluidifier les choses. Alors maintenant, sur la partie mode de soutien provisoire, eh bien là, c'est un sujet qui est pas évident. En tout cas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que à l'heure actuelle, l'administration cherche des moyens à la fois de développer les énergies renouvelables conformément aux objectifs, etc., mais en réduisant, ou en tout cas en n'augmentant pas les financements via CSPE pour la promotion des ENR. Donc ils cherchent forcément une réduction de ces financements. Ils cherchent une meilleure intégration au marché électrique, au système électrique. Et donc en fait, ils cherchent de nouvelles solutions de soutien aux énergies renouvelables qui répondent à ces problématiques. Alors, si on doit chercher une solution de soutien à l'autoconsommation, eh bien, nous, celle qu'on valoriserait, ce serait une solution de type autoconsommation plus prime, ce qui serait sur le modèle suivant, c'est-à-dire que quand on autoconsomme un kilowattheure photovoltaïque, eh bien, on économise le kilowattheure que l'on n'a pas acheté. En plus de cette économie, qui n'est pas suffisante à rentabiliser l'installation, puisqu'aujourd'hui on n'a pas atteint la parité réseau, on obtient une prime qui permet de rentabiliser justement cette installation. Lorsqu'on n'autoconsomme pas, parce qu'on ne va pas imposer 100% d'autoconsommation pour avoir une installation rentable, eh bien on va également obtenir une prime qui sera de même niveau. Dans tous les cas, ce niveau de prime sera forcément inférieur au tarif d'achat actuel. Là, vous le voyez, c'est un exemple par exemple pour du résidentiel. Vous économisez 15 centimes d'euros du kilowattheure de l'électricité que vous n'avez pas consommée, puis vous obtenez une prime de 11 centimes d'euros. Bon, ça, du point de vue de l'administration, ça permet de soutenir, on va dire, de reconstituer un tarif d'achat de 25 centimes, donc de soutenir à un même niveau le photovoltaïque, mais finalement avec un tarif de 11 centimes au lieu d'avoir un tarif de 25 centimes, puisque la différence, elle est compensée par le kilowattheure que vous avez économisé. Alors après, peut-être que les fournisseurs d'énergie ne seront pas forcément gagnants dans l'histoire, mais c'est une autre solution, c'est une alternative qui pourrait permettre de développer cette autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, si on peut lui trouver une autre vertu, c'est souvent que les citoyens, les producteurs, en première approche, souhaitent autoconsommer. Et je pense que si vous êtes dans la filière depuis quelques années, vous êtes confronté à cette situation. À chaque fois, il faut dire, ben non, aujourd'hui, c'est pas rentable d'autoconsommer. Bon, ça le sera peut-être demain. Ce mode de soutien provisoire, il peut permettre de répondre à ce besoin. Et puis, il peut avoir une autre vertu, c'est de redynamiser des marchés. Alors, d'une part, en donnant une image plus positive au photovoltaïque qui a souffert de la communication de l'époque du moratoire sur la CSPE, sur les coûts engendrés, sur l'augmentation du prix de l'électricité, puisque là, donc, il y aura moins d'impact sur la CSPE. Et puis, tout simplement redonner une image, de redonner une dynamique, une image positive
à cette filière. Maintenant, c'est pas forcément, comme le disait Marc, c'est pas forcément une solution unique si on veut soutenir l'autoconsommation, puisque on ne va pas forcément atteindre des niveaux de puissance suffisants à, par exemple, atteindre les objectifs de l'ADEME. Alors, en ce moment, ce qui est en train d'être réfléchi justement dans ce groupe de travail, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode de soutien à l'autoconsommation, d'une part pour faire plaisir à ceux qui souhaitent autoconsommer, pour rentabiliser leurs installations avant la parité réseau, pour réduire la CSPE de la même manière, et puis d'un autre côté, conserver des tarifs d'achat pour les situations où justement on n'aura pas un taux d'autoconsommation qui nous permettra de fonctionner sur ce mode-là, et puis pour aussi conserver la possibilité de réaliser des installations de grande puissance sur des grandes toitures, même lorsqu'on n'a pas une consommation mirambolesque dans le bâtiment. Donc voilà, ça c'est... Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire, nette et précise là-dessus. En tout cas, nous, on a fait des préconisations dans le cadre de ce groupe de travail pour au moins, s'il y a un mode de soutien qui est prévu, de l'orienter de manière à ce que l'impact soit le plus positif possible sur la filière, sur les marchés et sur l'activité des entreprises. Alors ensuite, je vais passer directement au dernier slide. On a aussi également demandé de supprimer les procédures d'appel d'offres. Bon là, c'est pas spécifique à l'autoconsommation, mais les appels d'offres commencent à 100 kW crête. Or, 100 kW crête, vous le savez, c'est pas une très grande surface, c'est 1000 m². Et les entreprises de bâtiments sont tout à fait capables de réaliser des installations de plus de 100 kW crête, et elles le faisaient déjà avant qu'on mette en place ces appels d'offres. Donc, pour nous, mettre en place des appels d'offres à partir de 100 kW crête, c'est verrouiller des marchés pour des entreprises qui ont vraiment les moyens. Et puis, quand on voit le cahier des charges, notamment pour les grands appels d'offres, il faut être ISO 9001, il faut être un grand groupe national pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Et donc, on met de côté les artisans, les PME, les entreprises de bâtiments, qui pourtant ont toute la compétence pour effectuer ce type d'installation. Et puis, aussi sur la révision, que ce soit les tarifs ou les primes, on souhaite profiter de cette réflexion pour faire passer des messages sur le sujet, notamment une révision qui serait annuelle et non pas trimestrielle, puisque aujourd'hui, les tarifs changent tous les 3 mois, et surtout pendant 1 mois, on ne connaît pas la valeur des tarifs. Je pense que vous êtes aussi confrontés à ce problème. Donc voilà, il faudrait une révision qui serait plutôt annuelle, et il faudrait connaître la valeur du tarif avant